La situation déplorable que nous suivons impuissamment à Goma, qui se passe sur le territoire rwandais et sur le territoire congolais. Donc, selon les détracteurs de Tshisekedi, qui se disaient depuis très lors qu'avant son élection, avant son succession au pouvoir congolais de Kinshasa, il y a eu un deal entre les deux partis, entre le parti rwandais qui était représenté par le chef du gang, Paul Kagame, et Tshisekedi. C'était convenu qu'il faudra céder Goma au Rwanda qui multipliait des actions d'harcèlement contre l'armée, les FARDC, pour pouvoir avoir le contrôle total sur les ressources de cette partie sud du Congo. Parce que quand on regarde, quand on mène une analyse, on peut faire un rapprochement entre ce qui devrait se passer dans l'AIS, notamment à Tezawaten et Kidal, et quand on regarde effectivement ce qui se passe à Goma et de l'autre côté du Burkina Faso et la zone de Djibo, Dori et autres, et dans la zone de Tilaberi. Donc, c'est un ensemble de zones de 3 frontières qui étaient indexées. Donc, on peut aisément faire le lien entre la zone des 3 frontières et ce que nous vivons et ce que nous suivons actuellement à Goma. Il y a lieu d'interpeller tout le monde, tout un chacun de nous, à y penser, à y réfléchir et de voir de près. Quand on regarde la forme et la formulation des rebelles qui se sont attaqués à Goma, il n'est plus secret pour personne, il n'est caché à personne que c'était le Rwanda qui est derrière, avec plus de 4000 soldats selon l'ONU. Donc les soldats, les mercenaires, d'autre part de l'OTAN et des États-Unis, Angleterre, France et tout, sont en tout cas à pied d'œuvre pour que l'opération qui se mène contre le territoire RDC soit une réussite. Donc quand vous regardez, quand on revient dans le Sahel, on voit également l'Algérie qui mettait les pieds et les mains pour essayer de pouvoir aider les rebelles avec l'appui de l'Ukraine, bien sûr, où les preuves sont là, et il y a d'autres qui sont au niveau de l'ONU, qui ont tenté d'harceler et de maintenir coûte que coûte les terroristes qui essayaient d'avoir une sécession, diviser le Mali, afin d'avoir une part sur les ressources souterraines, telles que l'or et beaucoup de pétrole, de lithium, ainsi de suite, qui se trouvaient là-bas. Donc, il a été prouvé qu'il y a eu des mines industrielles qui étaient contrôlées par les rebelles sous la surveillance de l'agent de Paris et de l'Algérie dans la zone de Kidal, Tezawaten et autres. Et ce n'est pas une seule mine, c'est plusieurs mines qu'on a découvert là-bas. Également, quand vous regardez, il y a eu des puits de pétrole qui ont pompé et que ça venait sur le territoire algérien. L'Algérie s'en servait de vendre ça à d'autres multinationales pour pouvoir se remplir les poches. On peut revenir un peu sur l'histoire, l'historique de ce qui se passe au Rwanda avec les rebelles qui ont soutenu au départ Paul Kagame à prendre le pouvoir juste après la mort de Juvenile Habyarimana et suite à un accident d'avion qui a été éliminé par des terroristes américains qui ont fait partie du lobby contre l'avion et l'avion s'est écrasé et cela a donné le son pour, en tout cas, le cri de guerre, le premier pas vers le génocide que nous avons suivi également impuissamment dans les années 94 au Rwanda, où la France, qui était censée apporter la paix, qui était en train d'être le gardien des camps de réfugiés, où il y avait un certain nombre de réfugiés qui étaient dans des camps qui étaient surveillés par la junte de Paris, qui a fini par renoncer au moment où la mayonnaise de déstabilisation avait pris, où ils avaient pu parvenir à monter les deux camps l'un contre l'autre avec la radio 1000 collines. Et à l'issue de cela, les deux camps, les Tutsis et les Hutus, se sont affrontés et cela a donné lieu à plusieurs morts. Et suite à cela, Paul Kagame a surfé sur le sang des Rwandais tués et il a parvenu à conquérir le pouvoir et à maintenir toujours cette rébellion qui devrait servir de bras séculier pour permettre à la gente qui entoure la classe des officiers supérieurs qui entourent M. Kagame à pouvoir se sucrer très bien sur le dos du peuple ou, a fortiori, pouvoir le faire, voilà, ça c'est dans les meilleurs des cas, pouvoir le faire sur le dos du peuple congolais. Donc, c'est dans ça qu'ils ont maintenu cette rébellion, mais ils leur ont donné le cutus de pouvoir occuper le territoire congolais, à pouvoir en soutirant dans le sous-sol les ressources pour pouvoir se maintenir. Et de là, les pas ont été pris, tout a été franchi, le Rubicon a été franchi, et c'est devenu une frénésie de violence sans pareil. Depuis les années 95 à aujourd'hui, 98 notamment, que ça a bien pris, à aujourd'hui, la zone est sous haute danger. Donc, maintenant que Paul Kagame a pris la résolution d'aider ces rebelles avec plus de 4000 de ces soldats qui sont bien formés, bien entraînés dans leur camp pour pouvoir occuper. Aujourd'hui, 27 janvier, que nous sommes aujourd'hui, ce territoire a, semble-t-il, été occupé, mais selon d'autres sources, Goma n'est pas tombé. Les militaires ont parvenu avec des vidéos
voilà, que vous pouvez suivre, ont parvenu à maintenir le cap, la sécurité au niveau de l'aéroport et ont pu repousser les rebelles qui ont quitté là-bas. Donc, actuellement, c'est la situation est confuse, où d'autres parlent du fait que Goma est tombé, d'autres disent qu'il y a eu la relève, les FARDC ont pu le faire. Donc, c'est la mafia que le clan Karamé a pu entretenir qui aujourd'hui donne ce résultat. Également, c'est la mafia que l'Algérie avait entretenue avec la chaîne de Paris qui sont parvenus à pouvoir instaurer l'insécurité, soi-disant des terroristes ou des djihadistes sous la couverture cagoulés, sous la couverture des djihadistes, ils ont pu instaurer le terrorisme dans le Sahel. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir le contrôle total de ces ressources. Donc, voilà pourquoi nous parvenons à faire ce lien. Quand vous prenez le cas du Congo, est-ce que si le président n'était pas fautif, dans un pays de plus de 2 millions d'habitants et de 2 millions de kilomètres carrés, avec une population au-delà de 110 millions de personnes, est-ce que cette armée ne peut pas mobiliser, ne serait-ce qu'au minimum 400 000 personnes au sein de ces dizaines et des dizaines de populations qui vont dépasser la population de Rwanda, qui ne dépassant pas les 445 000 personnes sur un territoire de 26 000 kilomètres carrés. Donc, il ne dépasse pas peut-être un secteur, comment on appelle, une ville de Burkina Faso, comme la ville de Bobo Dioulasso, 26 000 km², c'est très petit, pour que ce petit pays puisse avoir le culot de se lever contre ce grand État de 2 millions de kilomètres carrés, avec plus de 100 millions de personnes, et qu'ils n'ont pas eu à les contrer. Donc ça veut dire, certains experts le disent à haute voix qu'il n'y a pas eu de résistance, parce qu'on pouvait apercevoir facilement des bennes qui rentraient par colonne et extraire. Voilà, ils étaient chargés d'extraire les minéraux et de les transporter vers le Rwanda. Et cela était visible et on voyait les rebelles pavaner simplement en toute liberté dans cette partie qui est frontalière au Rwanda. Donc vous voyez un peu que Paul Kagame, et ce que dit si on parle du deal, ce deal, ça peut être effectif dans ce sens où ces personnes n'oseront vouloir contredire l'un et l'autre en menant une politique, voilà, de riposte, une politique d'attaque contre cette forme de barbarie sans pareil d'indexer le territoire, le Congo, avec autant de militaires qui n'arrivaient pas à pouvoir faire face. On voit que l'Afrique du Sud était venue pour donner des consignes ou aider les militaires en instruction, en formation pour pouvoir faire face. Mais d'autre part, ces militaires ne peuvent rien faire tant que la population, c'est-à-dire que l'armée, même les FARDC, n'a pas eu l'aval de son hiérarchie lui permettant de faire face. Maintenant, si on vous donne l'ordre et qu'on ne vous donne pas les moyens qui vont avec, ça devient difficile en ce moment de pouvoir faire face. Donc, moi, je trouve que ce problème, c'est similaire à ce qui devrait se passer avec les laquais, les présidents laquais qu'on avait en Afrique de l'Ouest, les IBK, et les rocs comme Marc Prison, Kaboré, les Blaise, et que nous voyons aujourd'hui avec les Talons et les Alassane Ouattara, qui, du reste, font le tout pour aimer et faire plaisir à la gente macronienne de Paris. Donc, la situation, c'est pour dire quoi? Le cas de Goma, c'est un deal où tout le monde voit, personne ne dit rien. Jusqu'à cet instant dont je vous parle, l'Union africaine n'a rien dit. Or, pourtant, la situation est chaotique. On n'entend pas la SADC parler, on n'entend pas l'Union européenne dire un mot. Ça suppose que cette zone est un deal de tout ce monde qui avait projeté de faire le même, voilà, de faire de même dans la zone de l'AES, notamment pour le cas du Mali. Donc, quand vous voyez depuis les années 60 à 65, il y a l'ONU qui est présent en RDC, mais jusque-là ne parvient pas à apporter ne serait-ce que le minimum de paix dans cette partie de l'Afrique. Donc, RDC, on suppose que c'est Kagame et Tshisekedi qui essaient de faire leur deal sur le dos de la population. Ils essaient de faire leur deal pour embobiner et abrutir l'ensemble du peuple du Congo afin de pouvoir faire ceci. Sinon, ne serait-ce que des lance-pierres, on sait que ces rebelles n'allaient pas tenir si la population excède les 100 millions d'habitants. Il faudra quand même, ne serait-ce que 1% de la population qui était constituée en force de l'ordre. Vous aurez quand même trouvé le minimum, ce serait au moins 1 million de population, 1 million de forces de l'ordre, 1 million de corps habillés qui pourront faire face à ce problème. Donc, moi, je dirais que heureusement que l'AIS et les dirigeants patriotes ont eu la solution qu'il leur fallait. Ils ont pu empêcher la gente macronienne de faire tout ce que lui pensait, lui traversait la tête contre le peuple et le public de l'Afrique. Donc, merci sur ce point. Hasta la vista, siempre. La patrie ou la mort, nous vaincrons.